Autour de nous, les figures lumineuses de l'Église et de la Cité, les ducs de Bourgogne, Pierre de Roubaix, Charles Quint, les archiducs Albert et Isabelle, Louis le Grand, Jean Bart, Saveclon, le chevalier de Bonneval, les Pierre I à IV, Marguerite de l'Épaule, Urbain Dominique Virnotte, Louis Urbain Virnotte de la Nissa-Prouveau, la révérende mère Béatrix Prouveau, Catherine Françoise et les manufactures royales du Dauphin, Louis de Brigode, Émilie Pellapra, les Chimay, les Hautes et Basses Lys, les Henri I à V, les Charles I à bien plus, les Amédée I à 7, les Albert I à 6, les Van d'Arenberg, Charles Langlard, les Watteau de Lille, Risner, Eugène Delacroix, Lucien Bonaparte, la fuite à Gand, Jacques-Louis David, Victor Mottet, le duc d'Aumale, Fragonard, l'écho des 7 châteaux, la merveilleuse Joséphine Prouveau, les 3 cousins poètes, César Franck et Pureau d'Angin, Ferdinand Desseps, le prodigieux légataire Lacaze, la Villa d'Este, le général de la Bédoyère, Charles Thierry d'Hennequin, des satins de Chine, au cœur de la Chine, la Chaconne de l'Italie, Sainte-Félicité, Saint-Thomas d'Aquin, Pie XII, Monseigneur Marcel Lefebvre, Jean Prouveau, la liberté de blâmer, les matchs de Paris, Cocteau, Saint-Ex, Marie-Claire, Jean d'Ormesson, Denis de la Patelière, la Castafiore, Maurice Druon, les Mazurel, les De Vavrin, Marie et Roland Bonaparte, l'élégantissime 22, Guylaine de Polignac, les Portales, la Pinta, Picasso, Chagall, les trésors du Septentrion et les palais de Bourgogne. Honorons les innombrables vies consacrées, les innombrables officiers, les toujours responsables de la cité et du bien commun, les chevaucheurs des 5 continents, les constants bâtisseurs, les collectionneurs, les mécènes, entre activisme et contemplation. Honorons en bref les chefs. Un jour, le 15 août 2008, excédés par les médiocres, les jaloux, les arrivistes et autres usurpateurs, je commençais toutes affaires cessantes, des recherches qui puissent me faire découvrir et comprendre mes racines à travers l'image qu'en apportait notamment mon grand-père. Il s'agit du site thierryprouveau.com. Alors j'ai pu découvrir, instant après instant, la beauté du tracé des parcs et des demeures patriciennes, à la bourguignonne, à la flamande, à la française héritée de mes pères. J'ai pu distinguer sous les mauvaises herbes et la psychédélie des snobismes, la beauté des chaînes tutélaires que sont les grands ancêtres, ces paupières qui ne demandaient qu'à retrouver leur sculpteur, la rectitude des allées de dévouement, de consécration, d'inscription dans la cité, de création, ou les charmes plus artistes de l'art de vivre en société. Ce furent 1 page, 100 pages, 1000 pages, jusqu'à 8800 pages qui sont aujourd'hui de magnifiques ouvrages imprimés. Et alors, mes ancêtres réapparurent un à un, me présentant leurs illustrations et donc leurs apports à Dieu et à la cité, ceci gommant leurs défauts. Ils se rassemblèrent toujours plus nombreux, coopérant avec moi, m'apportant leur amour, leur fidélité et leurs œuvres, jusqu'à rassembler ce soir l'heureuse famille. Ces œuvres, vous les avez merveilleusement préfacées, cher Pierre de Bismont, d'instinct, vous le si exigeant arbitre de société. Je les ai dédiées à mon grand-père Charles Prouveau-Mazurel, chevalier et capitaine. On disait de lui, doué des plus beaux dons de l'intelligence et du cœur, il eut toutes les qualités du véritable chef. C'était un animateur et un entraîneur d'hommes, tenace, énergique et bon. Sa bonté et sa charité étaient légendaires. Lui, l'impétueux, le rapide, le bouillant, il ne suit pas, il attire. Mais c'est aussi à vos parents, Anne et Albert Prouveau, et donc à vous, cher Guylain et chère Nathalie, qui transmettez tout cet héritage, que ce grand œuvre est dédié. Vous avez tous remarqué, mes formulaires d'invitation sont longs et impétueux comme des fleuves. J'y ai très largement exposé votre parcours et celui de vos parents, mais vous allez, brillamment comme toujours, nous y conduire, nous surprendre et nous enchanter. Merci mon cher Pierre.
Thierry. Madame, Monsieur, chers cousins, chers amis, d'abord bonsoir. Ce soir, au milieu de cette fête magnifique, ma plus grande crainte serait de vous endormir avec des histoires de groupes textiles ou de journaux parisiens. Par contre, peut-être serez-vous amusé par quelques considérations et anecdotes, pas grivois, je vous rassure, sur la famille que j'ai connue, ses complexités parfois déroutantes, son évolution intéressante et les quelques réflexions sur les pays que j'ai observés et où j'ai habité. Les gens du Nord, comme l'a si bien souligné Thierry, sont croyants, travailleurs, attachés à leurs racines et à leur famille et à une ville, que ce soit Lille, Roubaix ou Tourcoing. Rarement les trois. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y avait une petite phrase qui disait que les Lillois ont de l'argent pour le dépenser, les Roubaisiens pour le montrer et les Tourquenois pour en parler. C'est tout dire des gens du Nord. Si sur les deux premiers points, donc travailleurs et très croyants, donc la foi et le travail, je n'ai qu'assez peu d'opinion, je vais vous faire part de mes pensées sur nos racines, nos coutumes dynastiques et leur dispersion dans le monde, ce qu'on appellerait aujourd'hui la globalisation. On va commencer par Albert Eugène Prouveau, je ne vais pas aller en deçà parce que je ne les ai pas connus. Donc Albert Eugène, mon grand-père était vraiment un personnage typique de Roubaix. Très cultivé, latiniste distingué, helléniste, homme de tradition, grand ami de Paul Géraldi le poète, que j'ai bien connu l'été quand il venait dans le midi à Pibonçon chez mon grand-père. C'était aussi un passionné de théâtre français, j'insiste sur le mot français parce qu'il n'y avait pas d'autre théâtre digne de ce nom, et pour remarquable de la charmante Rita Devemy, issue aussi d'une très belle famille du Nord. C'est d'ailleurs par Marthe Devemy, née du Chauchois, que le domaine du Verbois est entré dans la famille Prouveau. Je tiens à le souligner parce que quelquefois on dit qu'ils sont les Prouveau depuis 1000 générations, pour ça, pas du tout. Les châteaux arrivent toujours par les femmes dans les familles. Je me souviens des lettres hebdomadaires de mon grand-père quand j'étais pensionnaire à la Providence, à Amiens, chez les chers jésuites. Tout était empreint de douceur, de compréhension, mais aussi d'encouragement au travail et baigné de cette rigueur morale et typique de nos familles. L'hiver, Albert Eugène, après ma naissance, était au Verbois et à Paris, dans le magnifique appartement rue Barbier-Jouy, loué depuis les années 20. Je crois qu'il a été loué dans les années 80, je me suis toujours dit que c'est dommage de ne pas l'avoir acheté. Mais enfin, voilà. Il aimait Paris pour son élégance et, comme déjà mentionné, le théâtre, ainsi que les galeries d'art, où pour quelques francs, on pouvait acheter des tableaux de peintres peu connus, qui ont fait un petit peu un nom quelquefois, par exemple Renoir. Voilà. On m'a toujours dit qu'un jour il avait acheté un Renoir, et puis se sentant un peu mal à l'aise, il avait acheté une robe pour ma grand-mère un peu plus chère que le Renoir. Donc c'était une époque assez agréable pour ça. Tandis que l'été, dans son domaine de Pibonçon à Mougins, la famille se rassemblait dans une atmosphère de joie, mais aussi de recueillement intellectuel. Il y avait une très belle bibliothèque, très loin de la vie que je connaîtrai beaucoup plus tard à Saint-Tropez. Pibonçon n'était pas la même chose. Albert Eugène était également un passionné d'architecture. En 1938, le Verbois n'avait pas de salle de bain, pas de toilette, rien. Mon arrière-grand-mère allait faire ses petites commissions, comme on disait à l'époque, dans un petit pavillon chinois qui donnait sur les Douves, en plein hiver. Ça ne l'a pas empêché de mourir à plus de 90 ans, donc
donc ça n'était pas très grave. Mais mon grand-père était extrêmement frileux. Donc il a commencé en 1938 la reconstruction du château et du parc du Verbois, avec comme architecte Jacques Regnault. Alors Jacques Regnault était, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, c'était un homme extraordinaire, qui a eu le Grand Prix de Rome d'ailleurs, et qui a été l'architecte de Longchamp. Et Jacques, que je connaissais bien, m'a dit un jour, j'ai dû faire croire avec votre grand-père que j'avais beaucoup d'expérience. Et donc, j'ai marqué projet numéro 38 bar 1938, pour lui faire croire que c'était mon 38e projet. En réalité, c'était mon premier projet, je n'avais jamais construit une maison. Mais il a fait du coup un très bon travail, et je dois dire qu'au Verbois, que j'ai encore le privilège de voir de temps en temps, ce qu'il a fait tient encore debout. Alors, il a également eu un architecte paysagiste qui s'appelait Russell Page, qui est assez célèbre, qui avait déjà refait pour Lady Rothermere, avant la guerre, les jardins de Pibonson, qui étaient la propriété d'été de mon grand-père. Soit dit en passant que cher Russell Page était admiré pour la composition de ses jardins, son imagination débordante, qui n'était pas la moindre de ses qualités. Jusqu'au jour où, dans une exposition à Londres, je vis un tableau du XVIIe siècle représentant le parterre de pelouse d'un des rois d'Angleterre, reprenant au mètre près le dessin des parterres du Verbois. Donc voilà, il y a des grands artistes qui savent copier quelquefois d'autres choses. Sélectionner les tableaux impressionnistes qui, à l'époque, ce que je vous ai dit, valaient très peu cher et infiniment moins cher qu'un grand maître ancien, voire un tableau de vache de Rosa Bonheur. Je ne sais pas si vous avez vu déjà Rosa Bonheur. Rosa Bonheur était le peintre le plus coûteux du début du XXe siècle. Ça valait 1 million de francs or. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps dans le vestiaire d'un musée. C'est assez amusant. Les Rosa Bonheur sont des grosses vaches, ce sont des tableaux souvent très grands, c'est extrêmement bien fait, mais évidemment ça ne suscite pas beaucoup d'imagination. Un jour, c'est assez amusant, c'est une anecdote, ça, vers les années 30, il vit un beau cadre ouvragé dans la vitrine d'un marchand parisien, je crois que c'était boulevard Saint-Germain, et entra pour acheter le cadre. Il lui fut répondu que le cadre allait avec le tableau d'un jeune peintre peu connu, qui s'appelait Marc Chagall. Albert Eugène acheta tout pour le prix du cadre, en fait, et envoya la grande toile de Chagall au grenier. Ce n'est beaucoup plus tard, dans les années 60, que mon père et ma mère sortirent le tableau de la poussière du grenier pour le mettre au 4e étage de l'appartement de la rue Barbet-Jouy, face à l'ascenseur, donc dans l'escalier public. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de code pour entrer, donc n'importe qui aurait pu l'emporter sous son bras, et voilà. Et ce n'est que dans les années, que vers 1966, que le tableau fut quand même rentré au Verbois et présenté là sous clé. Mais c'est amusant de voir la différence qu'il y avait dans la perception des tableaux à une certaine époque. Alors cet homme, mon grand-père, n'était pas cependant sans un désir de croissance pour ses entreprises. J'avais peut-être l'impression que c'était un homme très léger, mais ce n'était pas vrai. Avant la Première Guerre mondiale, il avait eu la grande chance, avec d'autres patrons de Roubaix, de ne pouvoir acheter des milliers d'hectares en Russie. Nous n'étions pas le seul dans le coup. Je crois qu'il y avait les Mazurel, il y avait les Mottes, il y avait d'autres familles, les Novafra probablement, qui avaient été invités par un général russe qui voulait vendre des milliers d'hectares pour faire l'élevage de moutons. Le vendeur, le général, avait fait voyager ses clients potentiels de Roubaix dans le train blanc du Tsar. Mais fort heureusement, Nicolas II, un génie, s'était opposé à la vente d'une aussi grande partie du territoire russe à des étrangers. C'était vers 1912 ou quelque chose comme ça, donc si vous voulez, 5 ans plus tard, ça serait devenu soviétique, et puis bon, ça aurait été une paire de plus. Comme je dis, audaces fortuna iuat, ou plutôt, il ne faut pas toujours être trop audacieux. Par contre, il avait créé notre filiale américaine du peignage, ainsi que des comptoirs de laine dans les pays d'origine. Vous avez promis que j'en parlerai pas, mais je ne peux pas me remplacer. Au fond, il était en moins aventurier, assez proche des Mottes et des Mazurel, eux aussi, grande famille de la laine en Argentine ou en Australie. On dit toujours que les grands-pères Mazurel parcouraient la pampa argentine à cheval
pour trouver de la laine. Bon, je ne crois pas que mon grand-père ait fait ça. Donc Albert Eugène, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, croyait au peignage de la laine, bien sûr, mais aussi à l'agriculture. Comme on a eu faim pendant la guerre, la nourriture semblait avoir un grand avenir et présenter peu de risques. D'où un domaine qu'il avait acheté au Maroc, qui s'appelait Mokhtar, où nous avions les plus belles oranges du monde. Puis, ce vaste domaine en Camargue, qui s'appelait Chartreuse, avec son merveilleux riz à long grain. Quand le riz n'a plus marché, on a dû y faire des pommes. Et puis, il y avait la ferme des Marguerites à Bondu, avec ses vaches, son lait, qui ont, il y a encore des bouteilles, ça tend en tête des bouteilles avec les 3 Marguerites, donc qui rappelaient les noms de Marguerite des ancêtres. Voilà. Mokhtar, au Maroc, a été nationalisé à l'indépendance du Maroc, et à ma connaissance, jamais compensé. Chartreuse a été un océan de pertes, finalement vendu pour une somme très modique à un éleveur de cochons. Et la ferme des Marguerites, qui a toujours été très coûteuse, est aujourd'hui transformée en centre artisanal. Là, pour l'agriculture, pourquoi il faut toujours se méfier des métiers qui paraissent extrêmement prometteurs. Il aurait mieux fait d'investir dans IBM, ça aurait été une meilleure idée. La génération vivante, celle d'Albert Pouveau, était beaucoup plus révolutionnaire. Tout d'abord par le fait que le jeune Albert, vice-champion de France de saut en longueur, excellent danseur, on disait qu'il dansait comme Terpsichore, parfait homme du monde et grand séducteur, parlant couramment l'anglais grâce à ses études à Oxford et l'allemand grâce à sa mœurs allemande, avait des aventures. Mais à 30 ans, on n'avait toujours pas rencontré cette merveilleuse fille du Nord. Ou pas d'ailleurs. Pour bâtir une famille. Et la guerre, celle de 40, arriva avec son cortège de désolation. Albert Auguste se battra efficacement en demandant un bataillon et aura la croix de guerre comme son père l'avait eu 20 ans plus tôt. Puis démobilisé, rencontrera Anne de Maigret dans le pacte de l'île aux moines. Ravissante, ça tout le monde était d'accord, pleine de talent intellectuel et artistique, malgré ses 18 ans, mais hélas, pas du Nord. Finalement, sa présentation à la grande famille des cousins et amis du Nord se passera très bien. Et en très fine fleur de la noblesse française, elle saura apprécier les qualités de cœur et les valeurs spirituelles de ces familles du Nord. Anne de Maigret, ma mère, était la fille de Bruno de Maigret et de Roselyne de Villeneuve-Esclapon. Elle était née à Épernay et descendait tant des mouettes que des chandons, ce qui explique certains défauts que nous pouvons avoir dans la famille. Par son père, tandis que sa grand-mère, Jeanne Bonaparte, était la fille de Pierre Bonaparte, vous savez, le bandit qui a exécuté Victor Noir sur le pas de sa porte à Paris. Donc c'était un homme extrêmement violent qui avait d'ailleurs d'abord tué un carabinier du pape. Donc les toujours, quand on est désagréable avec nous, il faut faire très attention parce que nous sommes nous avons des gènes très dangereux. Et donc il avait été d'ailleurs à l'époque, pour avoir tué Victor Noir, il avait été exilé par Napoléon III. Pas trop grave comme peine, si je puis dire. Alors, c'était donc le fils de Lucien, ce sacré père, qui était le frère de Napoléon, qui avait fait le succès du 18 Brumaire, qui était le plus jeune président, je crois, jamais élu de l'Assemblée, à la fois qu'on disait les 500. Une anecdote a souvent couru dans la famille quand Christian de Villeneuve, issu des grandes familles de l'ancienne noblesse, a rencontré la belle Jeanne, la belle Jeanne Bonaparte, issue de cette famille de parvenus prétentieux qui étaient les Bonaparte. Ça, c'était très drôle, mais je crois qu'après, ça s'est arrangé, ils sont beaucoup aimés. Et d'ailleurs, il y avait le frère de Jeanne, qui était Roland Bonaparte, qui était un ethnologue extrêmement intéressant, dont j'ai le livre à la maison, qui montre des planches tout à fait séduisantes d'Africains vus de face, vus de dos, on ne les appelait pas des Africains à l'époque, c'est très amusant. Et il avait épousé Marie Bonaparte, qui était la mère de Marie Bonaparte, qui était le premier médecin psychanalyste français, qui était l'ami de Freud. Donc voilà, c'est assez amusant. Et moi, je n'ai pas connu bien la tante Marie, elle était assez remarquable.
Durant la guerre, habitant Marcon-Barreul, Albert Auguste, je reviens à lui, sera très actif dans la résistance, imprimant même des tracts à l'usine et les livrant à des bonnes sœurs aux Croisés-la-Roche, ceux qui connaissent le grand boulevard du coin à Lille, qui elles-mêmes les remettaient aux cheminots communistes. C'est amusant parce que c'était une alliance de la bourgeoisie, de l'Église et des communistes. Cela fait aujourd'hui rêver. Et jamais il n'y eut la moindre fuite. C'est-à-dire, un jour, Albert transportait, c'est une anecdote qu'il m'a racontée, dans les sacoches de son vélomoteur des plans de sabotage de la résistance, dont il fut arrêté par des gendarmes allemands. Avec un sang-froid incroyable, il inventa avec eux, dans la langue de Goethe, vantant les mérites de l'Allemagne et regrettant amèrement cette guerre inutile entre deux pays frères. Et il échappa ainsi, avec quelques folles plaisanteries, à une fouille en règle qu'il aurait très certainement envoyée entre les mains de la Gestapo et la torture et probablement à la mort. Il m'a dit après qu'il avait tremblé pendant 2 jours. Ses amitiés durant l'occupation avec les socialistes comme Victor Provost, futur maire de Roubaix, et de nombreux communistes de la résistance, firent qu'à la fin de la guerre, décoré de la Légion d'honneur, de la médaille de la résistance et de la croix de guerre, il ne fut nullement inquiété. À la différence de Jean Prouvost, son oncle, que certains d'entre vous ont bien connu, dont Laurence a bien connu Jean Prouvost, dont les communistes voulaient les journaux, qui n'avaient évidemment pas paru pendant l'occupation. Ce pauvre oncle Jean était caché chez une bande résistante dans l'immédiat après-guerre, qui le soir lui parlait de son grand journal d'avant-guerre, qu'elle appelait, alors, votre pourrissoir, vous vous rappelez, alors, Jean lui disait, mais non, parissoir, oui, je dis bien pourrissoir, qui était en quelque sorte l'équivalent dans les années 30 des tabloïds anglais d'aujourd'hui, et auquel Antoinette reprochait à juste titre le caractère démotivant de ses articles, critiquant sans cesse les gouvernements d'avant-guerre et tout ce qui était beau, eh bien, c'était les tabloïds. Alors, je rappelle que Paris Soir, avant la guerre, avait bouillonné, on disait à l'époque, c'était le plus gros tirage, il y a 3 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, les grands journaux en France font 300 000. Voilà, donc c'était quand même très nul. Alors, c'est l'amitié quelque peu atypique dans la bourgeoisie nordique Auguste, son confrère, et son habitude de fréquentation populaire lors de ses entraînements sportifs, fait de lui un homme très désireux du bonheur des plus démunis. Il y avait en horreur s'écourer à un salut encore très présent dans sa région, et rêvait de maisons ou de petits immeubles propres et lumineux pour les ouvriers des usines. Mais ce n'était pas simplement pour les garder. Donc, il fonda le CIR, puis fit voter au niveau national le 1% logement, tandis qu'Anne, son épouse, s'occupait très activement d'œuvres sociales avec les maisons d'enfance. Un jour, il me confia que les petites maisons ouvrières qu'il avait construites par milliers, avec leur salle de bain, avaient aussi leur petit jardin, souvent utilisé comme potager. Les ouvriers employaient leur dimanche à faire pousser des carottes ou des navets et se rendaient moins ou plus du tout aux réunions du Parti communiste. Ce qui expliquait la détestation du parti pour ce type d'habitat. C'est assez amusant de voir là que quelquefois les bonnes actions très charitables peuvent aussi avoir un certain intérêt dans un autre sens. En même temps, Albert Auguste, l'homme pressé, comme il se décrivait lui-même, sillonnait la planète en avion, à hélice, en hydravion, pour traverser le Pacifique, puis beaucoup plus tard, en jet. Les nouveaux comptoirs et les nouvelles usines s'ouvraient au Brésil, en Espagne, en Afrique du Sud et aux États-Unis, sans compter les comptoirs de laine en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est amusant parce que la traversée du Pacifique à l'époque, et ça j'ai encore des photos, se faisait en hydravion avec maître d'hôtel en veste blanche et avant des plats raffinés. Tous les soirs, l'hydravion amérissait dans un wagon et les passagers étaient transférés dans des pirogues et passaient une nuit à terre. Donc le lendemain matin, on repartait dans l'avion avec la pirogue et puis on se donnait de nouveau, etc. C'était quand même assez fabuleux. Ces voyages toujours faits avec Anne étaient à la fois efficaces mais extrêmement intéressants du point de vue sociologique et artistique. Les pays aujourd'hui modernes et presque aseptisés étaient très différents dans les années 40 voire 50. Les transports, en particulier en Afrique ou en Inde, nous feraient rêver
ou avoir des cauchemars aujourd'hui. Et j'ai encore des films d'ailleurs d'eux qui malheureusement sont... C'est très amusant de voir l'Afrique à la fin des années 40, avec les peuplades extrêmement belles, qui dansaient merveilleusement, et il n'y avait pas d'armes à feu, et c'était finalement très paisible. Et il vivait dans des villages, généralement, qui étaient très beaux. Donc quand on voit aujourd'hui ces bidonvilles qui ont succédé, on peut se demander si tout ce qu'on leur a apporté était forcément très bon. Alors, de ces voyages lointains, ils nous ramenaient des souvenirs incroyables, des collections de saguets africaines, ça j'en ai encore, qui servaient vraiment aux minéraux du Brésil. Certains ont peut-être connu leur maison de Paris ou de Verbois où il y avait des minéraux. Des ornements du Sépi qui est en Nouvelle-Guinée, aux poteries aztèques. Tous envoyés par caisse aux bons soins des directeurs des filiales qui se demandaient à chaque venue de mes parents ce qu'il allait encore falloir emballer. Et je vous l'assure, c'était des dizaines de caisses. Évidemment, pour tous les enfants, les longues absences et le manque de surveillance parentale étaient pour le moins un problème. Je me souviens même de la cuisinière Verbois à laquelle, à 18 ans, je demandais une aide pour une leçon, mais la pauvre savait à peine lire. D'où mon passage comme pensionnaire pendant 4 ans chez les jésuites. Ces jésuites qui m'ont profondément marqué. L'encadrement militaire était super, les rangs silencieux, et la messe et les prières émaillaient nos journées de travail et du sport. L'inactivité et l'oisiveté étaient bannies. 32 prêtres et de nombreux civils encadraient les 300 élèves de la Providence. Comme vous faites le pourcentage, c'est quand même pas mal. Bien sûr, ce n'était pas mixte, et la nuit, les grands dortoirs étaient toujours d'un silence impressionnant, toute conversation, même à voix basse, étant possible. Discipline, effort, travail, prière. Un jour, bien plus tard, ayant la chance d'avoir une longue conversation avec le cardinal d'Agnew, qui était de passage à New York, je lui parlais de mon parcours au MIT et de ma vie personnelle. Il balaya d'un geste ma culpabilité quant à mes amours de jeunesse, célibataire évidemment, mais me demanda si je péchais contre l'esprit. Voilà, on a eu une longue conversation, parce que je lui ai demandé ce que ça voulait dire, et en bref, il me demandait si je faisais bien fructifier les talents que Dieu nous accorde à tous. C'était très clair. Au moment des belles philosophiques, il me vaudra une pénitence d'aller le lendemain matin lui servir la messe, j'avais 20 ans, à Saint-Patrick, ce fontanel repas d'une douzaine de prêtres. Là, je me suis dit, bon, ça, l'enseignement à la Providence me servit enfin. Parce que, évidemment, à la Providence, une semaine sur deux, on devait servir la messe. Mais quelle surprise. 15 ans plus tard, quand j'ai voulu revoir ce collège de la Providence, le dernier jésuite encore présent m'invita à me promener dans les jardins et voir la dernière chapelle, les autres, il y en avait une dizaine quand j'étais là, ayant été transformés en salle de classe pour les 2000 élèves de cet établissement, désormais mixte. Et à les tennis qui me rappelait ma jeunesse, je suis surpris. Un garçon et une fille, s'embrassant à bouche, que veux-tu? O tempora, o mores. Mais d'autres grands élèves ont été à la Providence, et quelqu'un qui n'habite pas très loin. Voilà. C'était mixte à l'époque. Un peu plus tard, à 14 ans, je finis par revenir à Bondu, échappant à la dure règle presque cistercienne de la Providence. Non sans avoir pleuré dans le bureau du révérend père recteur, en lui expliquant le désespoir de mes parents de ne plus m'avoir avec eux. J'étais presque devenu aussi jésuite que nos bons pères. Que de bêtises nous inventions alors au Verbois. Mais par une chose inouïe, jamais nous n'avons mis le feu à la maison malgré nos expériences de chimie ou de pyrotechnie. Un gros avantage par contre fut que le maniement des automobiles, tant sur chemin privé que sur route publique, n'avait plus de secret pour nous dès l'âge de 15 ans ou 16 ans, nos parents laissant fort imprudemment les clés de leur véhicule la nuit sur les voitures. Le Verbois, quand nos parents revenaient de leur très long voyage, était un étonnant foyer de culture et de réflexion, tant les hommes politiques et les grands artistes y venaient régulièrement.
encore jeune, j'étais fasciné par l'éloquence d'un Maurice Schumann, qui d'ailleurs fit un magnifique discours sur la tombe de mon père, ou un coup de Murville, la verve d'un Louis Armand, qui était président de la SNCF, ou la chaleur d'un Marc Chagall. La vie était studieuse, mais très confortable. Le temps d'Aberogène, il y avait 1 ou 2 jardiniers dans le potager, 2 jardiniers, voire 3 pour les jardins, une éplucheuse de légumes, une cuisinière, un maître d'hôtel, une concierge téléphoniste et bien sûr quelques femmes de ménage. Downton, Bay, en quelque sorte. Puis vinrent les restrictions. Le jeune Achille, qui avait pris la place de Gênes, prit ce qui la place de Philippine la cuisinière. Le potager fut abandonné au profit des supermarchés. Et l'éplucheux de légumes partit à la retraite. Le gardien fut remplacé par des chiens et la téléphoniste par des automates. Aujourd'hui, le verbeau est nettoyé par une entreprise une fois par semaine, et quand nous y allons, Nathalie et moi, nous faisons nous-mêmes la cuisine et le service. Site Transit Gloria. Nous étions déjà, et je crois que ceci est générationnel plus que régional, des révolutionnaires par rapport aux générations précédentes. Tout d'abord, les 5 enfants que nous étions avons fait nos études essentiellement dans des écoles publiques et laïques. Albert, notre père, considérait que les professeurs agrégés étaient meilleurs au lycée Fédère que dans l'école privée. Mais ceux-ci étaient très souvent libres penseurs, communistes, voire carrément révolutionnaires. Nous devions nous adapter. Je me souviens d'une réflexion de Mademoiselle Léchevin, je n'ai pas oublié le nom, professeur de géographie qui un jour, s'adressant à mon cher frère Olivier, qui n'est pas ce soir, et qui était régulièrement indiscipliné, lui avait sorti cette phrase inoubliable. Heureusement pour vous qu'il y a de temps en temps des révolutions, car les bourgeois comme vous ont les ponts à des réverbères. Et à l'époque, tout le monde en riait. Aujourd'hui, on fait un procès immédiatement à l'école. On en riait, et ça passait. Le résultat, chez les 3 garçons, d'Albert et Anne, est que nous étions, contrairement à beaucoup de nos cousins et amis, des scientifiques avides de connaissances mathématiques ou de physique. Albert Bruno entrait dans la botte polytechnique, alors qu'Olivier et moi, plus tard, choisissions plutôt le confort des États-Unis et du MIT. Lui, Olivier en mathématiques, et moi, on allait plutôt le génie et en physique. Assez peu de familles dans le Nord ont choisi cette voie, en général. Mais ça, c'était justement dû à l'école publique et laïque, qui à l'époque était d'une très très grande qualité. Alors, je parle du MIT, c'est resté très très fort dans mes souvenirs, et je pense qu'un petit commentaire peut être agréable ou utile. Tout d'abord, les examens d'entrée de l'université américaine étaient standardisés, et sont toujours d'ailleurs, avec des tests qui duraient une journée. Voilà pour toutes les universités américaines, qui étaient offerts à l'ambassade des États-Unis à Paris ou à Saint-Denis. C'était la même chose. Quelle merveille. Évidemment, il fallait aller vite, savoir compter et répondre aux poussières sans hésitation. C'était le but, c'était quand même des examens. Ensuite, quand on y allait, la richesse des États-Unis dans les années 60 était extraordinaire par rapport à l'Europe et à la France en particulier. Je me souviens du jour où, logé dans une chambre climatique, je constatais que mon voisin avait un téléphone. Et là, je vous parle des années 60. Contrairement à ce que j'imaginais, cet appareil était relié au réseau extérieur, alors qu'en France, en 1967, il fallait être très patient pour obtenir une ligne de l'administration des PTT. Je téléphonais donc du téléphone de mon copain à ATT pour vérifier les conditions et à ma demande, quand pourriez-vous m'installer à téléphone? Ils m'ont répondu, quand vous voulez. Alors comme une blague, je leur dis, tomorrow, demain. Alors leur réponse, what time? Quelle heure? Là j'étais un peu abasourdi, mais l'heure fixée, j'allais raccrocher quand ils passèrent à la question suivante. Voulez-vous un téléphone à touche ou un téléphone à cadran? Les années 60. Eh bien, puis enfin, posez une question, de quelle couleur voulez-vous votre téléphone? Bleu, rouge, vert, jaune, noir. Vous savez qu'on avait des téléphones noirs à cadran en France à cette époque-là. Donc ils avaient 20 ans d'avance, de même que pour les équipements de l'université. Demandant quelques équivalences pour les cours déjà pris en France, j'avais été à la faculté des sciences quand même une année, les sympathiques professeurs me parlèrent d'informatique. C'était le cours 647 de Computer Science, donc de sciences des ordinateurs. En avez-vous fait? Bon, c'était quand même français, donc un peu, pas d'une modestie totale.
c'est normal. Et donc j'aurais dit, bien sûr, à la faculté des sciences de Lille, on fait du calcul. Il me dit, vous voulez parler de quoi? Alors vous savez, on a ces machines qui sont des monpros, donc on fait 2, 4, on appuie sur le X, on multiplie par 2, et il vous sort 4, 8. Et je les revois encore, je dis, oh, you still have those machines. Et je pris défaillir, et il me parlait de Fortran 4, qui était le langage informatique un petit peu, et qui était le cours de première année là, au MIT. Et là, je me suis dit, c'est tout à fait out of Africa. Quant aux activités périscolaires, on me demanda si je voulais faire du théâtre, de la musique, de la danse, ou autre chose. C'est pas pour les choses. Je suis très mauvais en théâtre, je suis extrêmement nul en danse, et la musique, j'adore la musique, mais je suis incapable de toucher une piano. Alors, dans la liste, heureusement, il y avait pilotage d'avion. Je me suis renseigné, parce que je choisis avec enthousiasme pilotage d'avion. Pour une somme très modique, compensée par les traductions sur les sonars que je faisais pour la marine canadienne. C'est l'avantage de parler l'anglais et le français, c'est qu'à l'époque, on trouvait des sources de revenus qui étaient bien meilleures que de travailler à la cafétéria. Donc, j'ai réussi mon brevet de pilote, y compris la qualification nuit, ce qui me permis de partir $13 de l'heure, voir mes amis à Wilmington en survenant New York. Et c'était des avions de l'université. C'était incroyable, ils avaient une quinzaine d'avions pour les étudiants. Dans les années 60, c'était aussi des Mustang, des avions des 2 chevaux en France. Alors, le MIT avait une dizaine de bibliothèques, pour 3 ou 4 000 étudiants, dont une ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et d'ailleurs, c'était très spectaculaire, parce qu'à l'époque, il y avait à peu près 10%, 7% de japonais et de chinois, déjà, pour les MIT, qui étaient tous dans des cours d'ingénierie nucléaire, etc. Et ces gens travaillaient le soir de Noël, à minuit, la bibliothèque était pleine de Chinois, qui travaillaient beaucoup plus que nous. Et qui évidemment, parce que moi j'ai mis 3 ans après, il fallait 4 ans, il y a 6 ans, 3 ans. Et donc, ils sont tous repartis pour la Chine, ce qui a donné, je crois, une très grande aide au programme scientifique chinois à l'époque, donc à la fin des années 60. C'était aussi le MIT, un centre athlétique, une immense piscine, des professeurs disponibles et un département médical de premier rang. En arrivant d'Europe, de France. Donc évidemment, nous étions très suspects d'avoir toutes les maladies du monde, dont la tuberculose. Pays un peu arriéré, la France. Donc, radio des poumons dans une immense salle, je me souviens, avec un écran de plomb, la technicienne qui va peut-être à 15 mètres, elle appuie sur un bouton, respirer, etc. En 1970, je reviens en France pour mon service militaire dans la marine, et radioscopie des poumons. Les médecins capitaines à l'époque avaient un vague tablier de plomb, la machine était décédée à le patient qui était donc en face de lui, et le médecin nous recevait pas mal de rayons X, et ce pauvre médecin capitaine qui était adorable en plus est mort d'un cancer quelques années plus tard. Donc c'est vous dire à l'avance qu'avait les États-Unis, même dans des domaines aussi fondamentaux que ça, dans la fin des années 60. Vous avez une immense avancée technologique, donc elle a quasiment disparu aujourd'hui. Nous ne conduisons pratiquement plus de voitures américaines, il n'y a pas de voitures allemandes, de voitures françaises. Nos téléphones sont tous fabriqués en Asie. Airbus, aujourd'hui ça paraît mieux que Boeing, vu le 737 MAX et ses problèmes. Nos hôpitaux sont les mêmes. Notre classe moyenne vit aussi bien. Et je me dis peut-être Donald Trump a un peu raison de se rebeller. Parce que si ça continue comme ça, un jour ils seront très en dessous de l'Europe, de la Chine, je dirais de l'Asie, peut-être même de l'Inde. Et donc il faut faire quelque chose. Mais que faire, ça, je n'ai pas la réponse. Prenons la scène. Albert Bruno, le polytechnicien, choisira là aussi, contrairement à la tradition familiale, de travailler pour les boissonnards. Donc Eric est issu du boissonnard à Flaine, tandis qu'après ma thèse sur les laboratoires, un laboratoire ultra secret financé par le Pentagone, je rentrais en Europe pour faire mon service militaire. Conseillé par des amis, me présenter au ministère de la Marine, où malheureusement, le MIT était totalement inconnu.
Ça n'existait pas. Et cela m'empêchait donc de rentrer dans la recherche scientifique. Emmanuel Frochot, je ne sais pas si certains d'entre vous, il était très sympathique. Un de mes amis qui était à Harvard me conseilla de choisir la France interprétariale construction de la marine, qui était beaucoup mieux fréquentée mondainement. J'y fus pris, voilà, bien anglais, et après 3 mois de cours très intéressants dans l'ancienne propriété du peintre Horace Vernet, à la Londe-les-Morts, sur la plage, délicieux, je décidai de prendre chambre au château et rester dans ce petit paradis pour une année. Un service militaire très désagréable. Il faut dire que j'avais demandé l'ambassade de Madrid en premier, mais que seulement pistonné par l'ambassadeur, ami de mes parents, j'avais été doublé par un copain, lui fiancé à une nièce de Franco. Oui, ça volait, c'était épouvantable, les pistons étaient... Mais il y a piston et piston, voilà, ça marche pas tout. Alors, armé, oui, j'avais rapporté ma voiture américaine, armé dans mon horrible voiture américaine qui m'avait suivi et qui me faisait tourner les têtes, ça faisait beaucoup de bruit. J'avais rencontré une charmante et ravissante fille de marin à Toulon, qui avait la femme de la vie marquée, de cette auguste famille qui est peut-être le sommet de la culture bretonne. Son ancêtre était le barde qui a écrit le Parsons Prince. À cette époque, certains week-ends, comme officier de garde au Cornwall, j'avais droit à un maître d'hôtel en gants blancs. Et cette tradition me permettait d'inviter somptueusement la jeune Isabelle. On n'est pas au XVIIIe siècle. Par ailleurs, ma connaissance de l'anglais scientifique me fit désigner comme interprète lors des ventes des missiles de M38 et Gosset aux Britanniques. De l'île du Levant au bibelot de Saint-Tropez, ce furent des jours étonnants et dont je garde un excellent souvenir. Comme quoi, le service militaire n'était pas toujours aussi pénible qu'on fait que. Démobilisé, je rentrais à la Grande Nemours à Genève. Ce furent 4 années merveilleuses au sein d'un groupe de très haute technologie dans une région que j'adore toujours. Genève, une petite ville. Je vais vous parler maintenant des endroits que j'ai habités parce que c'est assez amusant. Donc j'ai passé 4 ans. Ça ne dépasse pas 200 000 habitants en Genève. Ça ne dépassait pas, maintenant c'est 250 000. Mais c'est plein de vie et de culture. Une population sérieuse, mais non dépourvue d'humour. Et un peuple suisse fier et raisonnable. Amoureux ski, j'allais presque chaque dimanche à Fresnes, je guidais mon frère Albert Boudot, son épouse Corinne et leurs enfants. Enfin, ces salariés, ayant donc les week-ends libres, je demandais la main d'Isabelle, la jeune fille dont j'étais tombé amoureux. Autre haute trahison pour le Nord. Et c'est Philippe Terninck, un grand ami, qui me dira un jour chez lui, de toute façon, les Prouvots, ça ne s'adressait pas à tous les Prouvots, ça s'adressait à la branche Albert. Vous n'êtes plus vraiment du Nord, puisque ton père a épousé une Maigret et toi une Laville marquée. Alors qu'il y a tant de jeunes filles ravissantes et intelligentes dans notre région. Réflexion que je n'oublierai jamais. En 1974, à Genève, Alexandra, ma fille, est née, qui est maintenant médecin. Cette vie à Genève était ponctuée de très nombreux voyages en Europe. Les dirigeants de la Dupont m'ayant confié le marketing pour la France, l'Italie, l'Espagne, Grèce, ainsi que des fonctions de conseil auprès de l'aérospatiale, c'était très amusant pour les Allemands, pour les planchers de Concorde, etc. Et quand vint le moment de rentrer dans le groupe Prouvots, je regrettais sincèrement cette extraordinaire entreprise. Olivier, sorti de métier également, fit sortir service militaire dans les coopérations au Brésil comme professeur à l'Institut Vargas à Saint-Paul. Et lui aussi, trahissant les coutumes familiales, alla travailler au Crédit Nord à Bruxelles. Donc décrochage des 3 frères par rapport à des traditions ancestrales d'entrer après le service militaire dans l'entreprise familiale. Ce n'est 4 années plus tard que, rassemblés au sein de conclave dont on se souvient, nous avons décidé de revenir nous occuper de nos affaires de famille, pensant nécessaire de surveiller la bonne barre d'un couple devenu complexe, surveillé par un père qui avait quand même 66 ans et des méthodes que l'apparition massive des ordinateurs aurait dû modifier profondément. En ce qui me concerne, mon premier travail, tout en apprenant le métier de Léni à Roubaix, fut de transformer la vieille ferme des Marguerites en une fondation culturelle dont la vocation première était la présentation de superbes expositions. La première que je lui organisais était Chagall. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marc Chagall souvent, et je me souviens même, quand on a eu l'inauguration, il y avait Madame Giscard d'Estaing qui était là, il y avait Pava Chagall, c'était très très bien. Et il y avait Ida Chagall, surtout, qui était la fille de Marc Chagall, qui n'était pas très commode. Et on avait une voisine, j'habitais, qui était là, qui
était ma voisine après à Bruxelles, qui s'appelait Margrethe Krebs, qui sort un petit dessin de son sac à main et dit: ma chère Ida, est-ce que vous pourriez me dire si ce dessin est bien, enfin me confirmer qu'il est bien de votre père? Ida regarde, ça, hein. Elle lui rend en 4 morceaux. Oui, c'est tout ça. Et là, Margrethe Krebs a été parfaite. J'ai dit: oh, je vous remercie beaucoup de cet excellent conseil. Alors, ça c'était les. C'était voilà, la fondation. Donc, on a à Chagall, on avait eu 30 000 visiteurs en moins de 3 mois, ce qui était très bien. La suivante, l'Art océanien, qui était une exposition magnifique, mais qui ne suscita qu'un très faible intérêt. Autant Chagall, il fallait aller voir Chagall, autant l'Art océanien, ça n'intéressait personne. Donc là, je crois qu'on avait 2 ou 3 000 visiteurs au lieu de 30 000. Donc, j'en ai discuté avec papa, et puis on a trouvé un conservateur, et je suis parti diriger les affaires textiles en Catalogne. Alors, je crois qu'il y en a qui ont habité Barcelone ici, donc c'est alors vous avez vu. Franco venait de mourir, et beaucoup de choses devaient être changées dans le comportement des entreprises en Espagne. Non, le moindre étant la fin de la corruption, et le nouvel ordre fiscal, qui a fait une amnistie totale, prévoyait de lourdes sanctions pour les fraudeurs. C'est toujours la même chose. Je rappellerai ici 2 petites anecdotes significatives. La première, quand dans les années 50 fut créé le peignage qui s'appelait Peinaje de Rio Llobregat, nos associés espagnols, les Monest et Vives, tentèrent d'expliquer à mon père qu'il ne fallait surtout pas déclarer le moindre profit dans les premières années. Très honnête, Auguste, comme actionnaire de référence, s'y opposa. Et le bilan présenté à la fin de l'année faisait état d'un profit, disons, 10 000 pesetas. Ce qui, à l'époque, n'était pas négligeable. Les impôts demandèrent 20 000 pesetas d'impôts. Et devant la stupéfaction des Français, nous dire que si nous avions déclaré 10 000, c'est que nous avions probablement gagné 100 000. Nous dûmes payer. Mais de ce jour, la comptabilité pour le fisc devient la responsabilité de nos amis et coactionnaires espagnols. Si bien que notre bilan réel, quand j'arrivais en Catalogne, était 100 fois supérieur à notre bilan fiscal. Amnistier, notre groupe en Espagne, comme tous les autres d'ailleurs, de mettre en place des procédures de contrôle comme en fait. Mais pour vous prouver le manque de transparence, lors de mon arrivée au bureau de Sabadell, je fis l'acquisition d'une petite de la ville n'acceptait pas les transferts bancaires ni les chèques. Les voitures neuves devaient être payées en billets. Notre comptable, regretté Thomas Pardo, me donna donc 500 billets de 1000 que j'allais compter sur le contrat du garage. Donc, vous dire que l'argent noir circulait massivement. L'Espagne était alors un pays extraordinaire avec ses pesanteurs administratives, sa corruption endémique, qui firent qu'en 4 ans, je ne pus, comme dirigeant d'entreprise, jamais avoir de permis de travail ni de résidence. J'aurais pu avoir mes papiers, mais le fonctionnaire m'avait demandé en échange d'embaucher son fils, qui, interviewé par un de mes directeurs, s'était avéré plutôt très prétentieux et très incapable. Un jour, à la frontière, donc j'ai jamais eu de permis de résidence, un jour à la frontière, la police, qu'on appelait los grises, qui était la police politique un petit peu de Franco, m'arrête avec la voiture de la société et me demande pourquoi je n'ai pas de permis de résidence. Je lui explique brièvement et ajoute assez adroitement que tout fonctionnait beaucoup mieux du temps de Franco. Avec un grand sourire, il se dit « Garde à vous », me salue et me dit « Bon viaje, caballero ». Bon voyage, monsieur le cavalier de chevalier. Mais l'Espagne, c'était aussi cette chaleur des cœurs de nos amis, cette beauté des églises, des palais, ça n'a pas changé, des criques et des plages, cette simplicité et cette noblesse d'un pays très fier. Puis au bout de 4 ans, mon rôle en Espagne étant terminé, je partis avec Isabelle, Alexandra et Aurélien pour Sydney en Australie, où nous terminions la construction d'un tout nouveau peignage de laine. Ça c'était à toujours en faire un nouveau quelque part. À une ville, alors là le nom va vous amuser, ça s'appelait Wagga Wagga. W-A-2-G-A, ce qui veut dire en aborigène qu'il y a beaucoup de corbeaux. Wagga Wagga. Alors, tout de suite pris par le travail, j'ai adoré cet immense pays. Nos équipes étaient déjà à Sydney, Melbourne, Bengale, Maledive, Perth, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Et c'est une découverte de travailler avec des collaborateurs très ouverts à de nouvelles cultures. Nous habitions près de la plage de Balmoral à Sydney, et le week-end, je parcourais la baie sur une planche à voile. La semaine, je prenais régulièrement l'avion pour l'usine de Wagga Wagga. Cette usine ultra moderne n'était pas sans problème.
des Australiens récemment embauchés venant presque tous des abattoirs qui avaient fermé. D'ailleurs, c'est pour ça que le ministre était très content, parce qu'il y avait 150 ouvriers au chômage du fait de la fermeture des abattoirs de viande de bœuf, et on les avait tous embauchés. Mais il ne savait pas ce que c'était qu'une machine, et la plupart d'ailleurs, beaucoup trouvaient que c'était très dur de travailler avec l'air conditionné et pas avec les fenêtres. Et alors, ils avaient presque tous, comme les Indiens sikhs, ils avaient le coutume d'avoir des grands couteaux. Comme on rencontre un mouton, souvent on a le droit de le manger, on a en Australie, donc on le découpe et puis on le mange. Il faut laisser la toison sur la clôture, parce que la toison, est-ce qu'il vaut cher? Le mouton vaut rien. Alors, ils s'en servaient pour, quand il y avait des enroulements de laine sur les rouleaux, alors ça c'est pour les techniciens de peignage, sur les rouleaux en caoutchouc des machines, alors ils enlevaient la laine avec leur grand couteau. Et on n'a jamais autant consommé de rouleaux de caoutchouc dans cette usine que nulle part ailleurs dans le monde. Et Wagga était au port du désert et qu'on le croit est arrivé vraiment au bout du monde. Mais ce fut surtout une époque où il fallut transformer les bureaux de Sydney à 200 mètres de l'opéra d'une vocation d'acheteur de laine à une vocation de vendeur de produits semi-finis. Donc au lieu de vendre de la laine brute dans le monde entier, comme le faisaient d'autres que nous, à DPF et enfin, il fallait d'un seul coup vendre du peigne de laine pour la filature. Pour moi, c'est l'occasion d'aller travailler tantôt en Inde, dans le Pendjab, à Amritsar, où d'ailleurs j'ai reçu la communion dans le temple d'or, avant que Madame Gandhi me le prenne d'assaut, et donc je suis maintenant chrétien et sikh. Ce qui est assez intéressant, mais je ne me promets pas de vous montrer. Ce sont des gens charmants, les sikhs, très fiers, et si vous prenez un taxi en Inde, essayez toujours de prendre un sikh, il a la priorité sur tous les autres. Ils le savent, et les autres le savent aussi. Alors j'allais aussi en Corée, à Séoul ou à Busan, où je rencontrais à l'époque, je rencontrais, je fais même invité à déjeuner par le président de Samsung, qui m'achetait de la laine à l'époque, et qui était très fier de me montrer ses premières télévisions en noir et blanc, en disant, vous voyez, c'est une nouvelle branche que nous ouvrons maintenant, nous allons faire de l'électronique. Je n'étais pas très convaincu, mais c'était extraordinaire. Par contre, ce qui m'avait surpris, c'est que le matin, j'arrivais à Busan, à l'usine, il me disait venez à 6h du matin. Bon, ça c'est la vie de marchand de laine. Et il y avait tous les ouvriers dans la cour qui étaient en train, en garde à vue, de saluer le drapeau de Samsung. Et ça me faisait dire que peut-être ils étaient plus dévoués à leur usine que chez nous, à Roubaix. J'allais aussi au Japon, on est dans les karaokés. Et puis alors on me demandait au Japon, et là en Corée, do you like Koreans? Et alors il fallait dire non, je déteste les Coréens. Et quand j'étais en Corée, je disais que je détestais les Japonais. Ce sont deux pays qui se détestent cordialement. Et bien sûr, à Hong Kong. Alors c'est un monde fabuleux, comme j'ai dit, extrêmement discipliné et travailleur. Vous voyez cette immense envie de s'enrichir. Et voilà, quel chemin parcourir en quelques décennies? Aujourd'hui on peut en juger, parce que là je vous parle des années 70, donc 30 ans plus tard, cette Corée, où, je veux dire, un jour au mois d'août, j'étais sur la plage à Busan, dans mon hôtel, un peu inquiet du manque de baigneurs. Personne. Je me dis, l'eau doit être terriblement polluée, je ne sais pas y aller. Et là-dessus arrivent deux policiers, qui dans un anglais approximatif me demandent ce que je fais là, en short et en t-shirt. Je leur demande si l'eau était propre, et ils me répondirent qu'il était interdit de se baigner à cette époque. L'hôtel avait oublié de me prévenir que seul le mois de juillet était réservé aux vacances. Donc la possibilité de se baigner. Le reste du temps, il y avait fort à faire, travail domestique, amélioration de la maison, apprentissage, lecture, mais que, en tout cas, on se baignait. Aujourd'hui, vous savez peut-être que les championnes de golf du monde sont des Sud-Coréennes. Vous voyez le terrain parcouru en 30 ans, c'est absolument extraordinaire. Au bout de 2 ans, l'Australie n'a plus besoin de mes conseils, ça marchait à peu près, donc à un moment on finit par être inutile. On m'a rappelé à Roubaix pour m'occuper de la division vêtements d'enfants de Seigneur de Roubaix, qui allait très mal. Tout était à réorganiser, le départ à la pré-retraite de l'ancien directeur, le changement de bureau, de collection, de méthode. C'est un énorme travail de stylisme. Alors le stylisme, ça m'amusait, parce que moi qui suis un ingénieur physicien au départ, je faisais des robes à smock à ce moment-là, et je dessinais les robes à smock pour les petites filles.
Donc ça c'était un côté un petit peu amusant. Et donc il fallait rechercher des fabricants, il fallait des contrôles informatiques et bien d'autres sujets. Alors, cela dit, ça permettait quand même de voyager un peu, parce que j'allais aux Philippines et au Maroc pour certains modèles. Et ces voyages armés me rappelaient d'ailleurs curieusement une tradition du Nord qui, à partir de Roubaix, les gens faisaient des grands voyages bien avant. Et nous arrivons à 1987, année sombre, je dois dire, où deux événements marquèrent un grand tournant dans notre famille. Bon, certains se souviennent, certains. Au printemps, alors que j'étais au large de Cherbourg, sur un navire de guerre, j'étais commandant de la préparation militaire marine de l'île à l'époque. J'ai appris la disparition de mon frère Albert Bruno dans un accident d'avion en Argentine. Il était un peu le deuxième chef de famille avec papa. Homme brillant, travailleur, beau comme un dieu. Ça, il avait une empathie formidable. Ce deuil d'un frère de 45 ans me marqua tous profondément et fut peut-être à l'origine de l'OPA lancé en juin de la même année, donc quelques mois plus tard, par Jérôme Sédou et le groupe Chargeur sur notre vaste entreprise qui avait alors 18 000 salariés dans le monde. En fait, c'est assez amusant parce que Jérôme Sédou, je l'ai su après, il avait, vous saviez, des compagnies aériennes qui s'appelaient Air Inter et UTA French Airlines. Air Inter n'était pas un leader mondial et UTA encore moins. Je sais pas, il y avait 7 ou 8 avions chez UTA, des gros avions, des gros porteurs, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et il se faisait régulièrement taper sur l'épaule par des gens de British Airways qui avaient une centaine d'avions de plus en disant Hello, hi Jérôme, no breakdown this week. Pas de panne cette semaine. Quand il y avait une panne quelque part, ça se répercutait dans tout le réseau. Et il voulait d'une position mineure dans une grande activité avoir une position de leader mondial. Ce que nous étions dans le péage de l'aide avec 14% de la production mondiale. Donc il a demandé, c'était la banque Lazare qui était son conseil, est-ce qu'il y a une entreprise qui est achetable? Et on est tombé sur cette famille très nombreuse finalement, Amédée Prouveau, 1851, donc après il y a tous les héritages, les nombreux d'enfants, etc. Et le plus gros d'actionnaires avait 7%. Donc si vous voulez, et il y avait beaucoup de filles. Donc, et c'est là que je veux en venir, c'est que les filles de Cousine Prouveau, donc certaines d'entre vous les ont certainement connues, les Evelyne, Marie-Laure, les petites filles de Jean Prouveau, à juste titre, étaient plus intéressées par la presse que par le textile. Donc elles étaient vendues. Nos amis et co-actionnaires Lefebvre, ainsi que mes sœurs Nathalie et Laetitia, considéraient l'offre très intéressante. Ce qui est vrai, il a fait une offre très intéressante. C'est un homme extrêmement honnête et très droit, je ne sais plus. Et il ne restait qu'Olivier et moi, ayant un petit 14% du groupe. Mon frère Albert Bruno était mort, et donc il y avait les problèmes de succession, d'un peu aussi, de enfants, et sa veuve était un peu obligée de vendre. Donc on est 14% du groupe pour contrer la manne. Je me souviens d'une nuit à Saint-Tropez, où nous avons vite déduit que l'aventure était trop incertaine, s'endetter énormément pour racheter une entreprise textile mûre, et plus que mûre. Voilà. Alors, on peut demander pourquoi la famille était si peu fidèle au berceau de notre réussite. Quand j'y repense, c'est pas une certitude. Je crois que le fait assez répétitif de privilégier toujours la croissance pendant des dizaines et des dizaines d'années au détriment des dividendes, c'était très démotivant pour les actionnaires qui ne travaillent pas dans les affaires concernées. Donc c'est une pensée, si vous voulez, aujourd'hui, on dit, bon, bah, c'est très bien, il ne faut pas donner des dividendes, c'est bien mieux réinvestir dans le groupe, ça, mais quand vous êtes un petit actionnaire, où vous n'y travaillez pas, chaque année on vous dit la même chose, on vous dit on achète des nouvelles machines, on fait une nouvelle usine, le jour où ça vaut relativement plus cher que la veille, on vous demande, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on s'est retrouvé sans travail, on peut dire sans outils de travail, considérés comme des vaches à lait par l'ISF à l'époque, vus, alors ça c'est plus amusant, vus comme des traîtres par certains collaborateurs dans le Nord pour avoir vendu notre entreprise à un Parisien. Donc, Claude Chaussulier, qui était le directeur du personnel de la Lénière, j'étais assis à sa table au restaurant d'entreprise, il s'est levé, il m'a dit « Je ne déjeune pas à la table de traîtres comme vous », qui avait vendu à un Parisien. Là aussi, c'est assez fort, enfin, c'est assez amusant. Nous avons parti, Olivier et moi, pour Bruxelles, qui était comme beaucoup d'autres, pour tenter dans l'immobilier et la finance de recréer de nouvelles entreprises. Quelques années plus tard, en 1990, Albert Auguste
des scènes au Verbois, et lors de son animation, communiste, socialiste, ouvrier, ingénieur, parent, ami, homme politique se mêle, je vois un délégué syndical, M. Lavert, c'est encore de son nom, séminariste défauqué, qui, quelques années plus tôt, avait brûlé l'effigie en paille d'Albert Prouveau dans la cour de musique. Et ceci, sous mes yeux consternés, je m'approche de lui au cimetière et lui serre la main en lui disant que je m'étonne de le voir là, car il vraiment haïr Albert Prouveau, symbole de ce patronat détesté et détestable. Bien sûr, du contraire. Quand je lui rappelle le fâcheux épisode, lui dit « Ah, mais ce n'était qu'une blague !» Peut-être Henri-Renaud était plus attaché, il s'avait dit, à maintenir notre présence dans le Nord si le climat social avait été plus apaisé et si une certaine retenue dans l'injustice envers un homme exemplaire comme Albert Prouveau ne nous avait pas révoltés, nous. Après quelques années à Bruxelles, entouré de 4 enfants, des amis, les princes de Crouy mettent en vente leur extraordinaire château de Drey en Bourgogne. Avec Isabelle à l'époque, je le visite et nous avons le coup de fou. Nous sommes tout de même convoqués à Vézenor par le père, qui a un très très beau château du ministre de la France avec un mobilier exceptionnel, par le père de Lydie de Crouy, pour vérifier que nous tenons bien notre fourchette, que nous avons une conversation convenable et que nous sommes donc dignes d'acheter Drey. Examen d'entrée. Ça m'a frappé. Mais il était absolument délicieux et elle était une Bernice Calvière et donc c'est son ancêtre, non pas le cardinal, le général de Bernice, qui n'ayant jamais pris dans les caisses Louis XV, avait été invité par le roi à aller prendre son mobilier dans le garde-meuble royal. Donc servi, le roi lui disait, il avait pris des meubles absolument exceptionnels, et je me souviens entre autres d'un vivant de Benvenuto Cellini, qui était sur le table, que je trouvais ravissant, mais il dit ça c'est le dernier, enfin, pratiquement, qui n'est pas dans un musée. Voilà. Donc on a racheté, on achète Drey, et à Drey, par contre, tout est à refaire. Au niveau sanitaire, le prince Gustave de Crouy, qui était le dernier propriétaire, donc l'oncle d'Olivier, avait un genre de petit réduit avec une baignoire au rez-de-chaussée, mais il n'y avait pas d'eau chaude. Donc quand il voulait prendre une douche chaude, il y avait le tuyau qui était d'arrosage qui était dans la cour, il dit à son jardinier, ouvre l'eau. Il prenait le tuyau et il avait 5 litres d'eau chaude. Donc il y avait une demi-salle de bain qui était toujours rien. Donc on a dû tout faire au niveau sanitaire. Mais c'était la même chose au niveau chauffage, il n'y en avait pas. L'électricité, elle datait d'avant la guerre de 14. Et les jardins qui étaient devenus un parc à moutons. Mais le bâtiment, ou plutôt l'ensemble du bâtiment, est intact. Et très rare, on a encore une prison qui, à la Révolution, était généralement la première chose que démolissait en 1790, les révolutionnaires. On a une glacière, qui ne s'est jamais effondrée, un colombier qui est en parfait état, une chapelle. Et rien ne manque dans ces bâtiments. Donc pour ça que je suis et la région et une très petite montagne. D'ailleurs, la région revient classer le Brionnais au patrimoine. Voici y arrive. Après 50 travaux, l'ouverture au public est un grand succès local, une mini-région, le Brionnais, qui a très peu d'hôtels. Nous attendirons presque les 20 000 visiteurs annuels pour redescendre aujourd'hui à 12 000. L'enthousiasme est presque toujours présent chez eux, le château étant totalement meublé et ayant gardé ses boiseries des 18e et ses murs du 17e. Alors, on a mis des copies de statues grecques ou de Jean de Bologne. Vous savez, Jean de Bologne, c'est amusant parce qu'il s'appelait au départ Jean Boulogne et il était né à Douai. Ça, beaucoup de gens l'ignorent en France, donc il était flamand et il a été après travaillé en Italie, bien sûr. Il y a également un Michel-Ange très amusant, un Tripacus, qui est un peu livre, qui est une des plus jolies sculptures de Michel-Ange. Et simplement, un jour, il arrive à la maison, une copie, dans le musée de Bargello à Florence. Et je connais bien l'original, et je le vois, et je dis, tiens, il y a quelque chose. Ah, mais oui, pas d'enfant, il y a un sexe. Et il a été mutilé, l'original. Et alors j'appelle Marinelli, qui est le fondeur, et je dis, mais vous avez rajouté quelque chose. Ah oui, monsieur Prouveau, je trouve que ça doit être
comme c'était au départ. Il ne faut pas mutiler les copies. Alors j'ai dit, vous avez eu un modèle, c'est moi, bien sûr, monsieur. Le modèle. Alors, les années passent, et il a 15 ans, il avait reprend sa liberté et va habiter le Portugal. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je suis quelqu'un d'assez. Encore jeune, dans un dîner chez un ami, je rencontre la belle, mais très intelligente Nathalie, célibataire endurcie et très occupée par son cabinet d'avocat à Bruxelles. Son extrême sensibilité, sa gentillesse, nous font instinctivement penser à ces femmes du Nord, c'est-à-dire Bruxelles, travailleuses, organisées, chrétiennes, douces et empathiques. Sa mère, une femme exquise et d'une grande beauté, me regardera avec beaucoup de curiosité et finira par être convaincu que je ferai un bon époux pour ma fille. Notre mariage, un conte de fées, ne se prononçait pas, nous pourrions de Bruxelles dans le splendide hôtel de ville de Bruxelles, donc le 9 septembre 2006. À la génération suivante, Arnaud et Alexandra qui est médecin, ont repris les règles de Verdois, centre séminaire de mariage et de serre dans l'Orge. Aurélien et Yves se consacrent à l'immobilier et la médecine. Gauthier et Marion se sont très courageusement, peut-être follement, lancés dans une marque de vêtements vendue par Internet. Tandis qu'Aliénor ouvert sa propre galerie à Bruxelles. Quant à nous, l'adorable Nathalie, qui a quitté Barbeau et Bruxelles, me suivre, nous explorons les Amériques avec une base du Panama, en nous occupant de Drake et de Bruxelles. Mais bien au-delà de nous, notre déviation des traditions de l'avant-guerre et la constatation que pratiquement de tous les coups, les enfants d'Yves Mazurel, d'Eddie Mazurel, de Jean Mazurel, d'Antoine Mazurel, pour ne citer que, aucun n'habite plus le Nord depuis longtemps. Et je suis presque le dernier des Mohicans à avoir gardé une propriété de famille dans le Nord, tout en n'y travaillant plus et en y résidant. Est-ce à cette Paris, ou celui plus lointain des grandes capitales, cet empochon des nordistes à parler des langues étrangères qui a, au cours de la fin du XXe siècle, vidé une partie du Nord de ses familles? C'est un problème, mais le Nord revit. Après la fuite des industries textiles, qui a été épouvantable, vers l'Asie, d'autres branches de l'industrie et du commerce ont ravivé la flamme de la région. Des municipalités pragmatiques, dont celle du regretté Pierre Mauroy, qui était vraiment un ami. Moi, je l'ai souvent rencontré, j'ai déjeuné avec lui, et il était, un jour, il y avait ce pavillon lors d'une exposition Lille, capitale de la culture, un pavillon chinois, sur la place de l'Opéra, dans l'Opéra, et quelque part, j'avais trouvé assez joli, on y servait le thé, et puis quelqu'un m'avait dit, mais au fond, il devrait aller à la Fondation Prouveau, dans le parc, parce que après, on va le brûler. Il m'avait dit, méfiez-vous, c'est du très mauvais bois, c'est fait pour durer 3 mois, en extérieur, ça va pas durer 2 ans. Et je revois encore donc, le maire très républicain de droite de Marc-en-Barœul, disant à Pierre Mauroy, mais il nous faudrait des subventions pour qu'on puisse entretenir dans la Bondu ou à Marc-en-Barœul, sur le territoire de Marc-en-Barœul, ce pavillon pendant des années. Et Pierre Mauroy a dit, écoutez, j'en ai assez de m'entendre toujours demander des subventions, vous n'avez qu'à faire ça d'une façon rentable. Et là, je me souviens, je dis, ah, monsieur le Premier ministre, je vous félicite. Vous êtes enfin devenu très libéral. Et il a souri, il m'a dit, vous voyez, on change avec le temps. Mais c'était un homme très pragmatique. D'autres, alors, il a fait d'ailleurs du cœur de Lille une métropole à nouveau belle et très agréable à visiter. Je vous y invite, pour ceux qui n'y ont pas été depuis longtemps, allez-y un jour de semaine ou un samedi, peut-être un dimanche, et les rues sont pleines de monde quand il fait beau, il y a des quantités de magasins, et peut-être qu'ils ont beaucoup moins détruit les beaux bâtiments que dans certaines villes comme Bruxelles, qui étaient beaucoup riches. D'autres hommes, comme Albert Prouveau, ça j'en ai pas parlé, ont relevé ces ruines. Le château de la Vigne à Bondu et créé un golf de 36 trous alors qu'il n'avait jamais touché un club de golf. Il n'avait jamais joué au golf. Le but, c'était la même chose que pour le bois d'Achel.
c'était de bien loger. Il avait logé des milliers d'ouvriers. Il s'est dit, il faut que je loge bien les cadres de la région. Et c'est vrai que quand on voit la chèque le golfe de Condu, il y a des quantités de maisons qui sont très agréables, où chacun d'entre nous pourrait habiter avec joie. Alors ça a été fait, ça a pu être remarquablement fait grâce à une mise en place de structures sans but lucratif. Donc mon père a toujours refusé, même d'avoir des actions du golfe de Condu. Je dois payer mon défi, voilà, c'est question d'avoir une action. Il ne voulait pas de ça, il ne voulait pas d'un... Et par contre, il avait été très aidé par, je crois que c'était Jeunesse Paulet, qui vendait dans le train de Paris-Ville les actions du golfe de Condu dans Rapide. Vous savez qu'il était 2 sur 10. Et il faisait tout le train, et il allait s'asseoir à côté des gens qui connaissaient pour essayer de leur vendre des actions du golfe. C'est fantastique. Alors, fidèle à une tradition bien grandie, j'ai moi-même suivi l'idée qui m'était venue quand j'avais été en Australie. Voilà, c'est en Australie que ça m'a donné l'idée de gré. Parce que en Australie, un jour j'étais chez l'ambassade de France à Canberra, et elle me dit, écoutez, il y a quelque chose de très intéressant à côté d'ici, il y a une vieille ferme qui est magnifique, vous allez voir. Le mobilier, c'était absolument le mobilier de la concierge, c'était effectivement une vieille ferme, et c'était ce qu'on vous conseille à 40 km. On a la chance en Europe d'avoir un patrimoine fantastique, et nous sommes un peu les enfants gâtés du monde. Donc il y a une chose essentielle, c'est peut-être pas d'en construire plus, mais de préserver l'existant. Alors ça peut être effectivement un vieux moulin, ça peut être un château, ça peut être un bâtiment splendide à Paris, et c'est vrai dans toute l'Europe. L'Italie évidemment a beaucoup plus de monuments que n'importe quel pays, ça vient de l'époque romaine. Je crois que l'Italie a 60% plus ou moins des bâtiments du monde. Comme beaucoup de familles du Nord, je tiens à terminer par ça, l'attente de la disparition de l'entreprise familiale à Port Franche, dans la guerre de Gênes, signifiait un exil, non contraint, mais voulu. Mais grâce à Thierry et à ses remarquables recherches, nous savons d'où nous vient les générations futures, nos descendants, même s'ils n'ont pas ou peu connu le Nord, sauront peut-être reconnaître de leurs enfants ces traits caractéristiques de nos familles, le travail, l'honnêteté, l'amour et le sens de la parole donnée. Merci à toi Thierry pour cette grande soirée. Merci Guilain pour ce très passionnant témoignage et aussi ce petit mot qui m'a été adressé qui me touche évidemment. C'est vrai que l'industrie du Nord est tout autre ou disparue, mais je pense que ces familles du Nord qui ont été modelées par les siècles, et c'est un petit peu le constat que je fais à travers mes livres, ces familles du Nord doivent leur pérennité et leur force doivent tout à l'Église, à la tradition. Et ça, c'est une chose majeure que moi-même, je n'arrive même pas à intégrer tellement c'est quelque chose de fort. Toute cette région a été baignée par la contre-réforme catholique des Habsbourg, des rois d'Espagne, etc. Et a donc été protégée de certaines caractéristiques hérétiques de la religion et a pu prospérer jusqu'à, pardonnez-moi de faire référence, mais je m'honore de faire cette référence, jusqu'au combat de Monseigneur Lefebvre qui a préservé une petite partie de la chrétienté des hérésies actuelles du Concile Vatican II. Voilà, donc c'est une chose forte, il y a des choses très fortes dans cette région, et si l'industrie n'existe pas, ces familles demeurent d'une façon ou d'une autre, et tout ça est dans les gènes et s'exprime différemment. Je pense que c'est ça qu'il faut, observer, donc c'est quelque chose d'absolument passionnant. Et ici, tous les descendants Prouveau, etc., je pense par exemple à
à nos cousins Droulès, Mazurel, etc., en son expression avec des trésors immatériels que je suis heureux d'écrire et d'inscrire. Donc merci beaucoup Guilain, c'était important de dire toutes ces choses. Merci. Alors, je vais être assez brève. C'est juste déjà merci pour cette historique sur les industries textiles du Nord. Travaillant moi-même dans la mode, je trouve que c'est intéressant d'avoir un historique de ce patrimoine. Alors, je vais être brève. En fait, je suis là pour une pièce de théâtre qui s'appelle Le Secret des Conteuses, qui est actuellement jouée au théâtre des Jazés. Tous les costumes et les décors ont été faits par des artisans français, donc pour prolonger un peu le discours de ce soir. Et l'histoire, en fait, se passe en 1671, dans le salon de Ninon Blanquelot, qui reçoit Mademoiselle de Scudéry, Madame de Sévigné et Madame Scarron. Elle va toutes les recevoir entre amis, et par le truchement d'un jeu qui s'appelle le Secret des Conteuses, elles doivent toutes raconter un secret d'alcôve. Donc je vous invite à venir voir cette pièce, j'ai les petits flyers là, et je serai ravie de vous recevoir tous au théâtre des Jazés. C'est tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, tous les soirs à 20h30. Merci. Merci Delphine Garnier. C'est une très très belle pièce, il faut vraiment aller voir ça, c'est un moment de pur bonheur. On change de secte tout en étant dans la modernité. Je voulais aussi parler, j'ai une douzaine d'invitations pour le château d'un cousin du Nord, Tamer Moral, qui est le château d'Esquelbec, qui est une pure merveille fin médiévale et renaissance flamande, avec un parc. Voilà, il y a 12 invitations et il y a la gentillesse de les prendre sur la table là-bas, si vraiment vous pensez y aller. Voilà, je vous laisse avec votre bon sens, et notamment l'ouverture le 21 et 22 septembre de ce merveilleux château d'Esquelbec que les Morales restauraient avec un immense courage. J'ai juste oublié de vous dire que c'était jusqu'au 12 octobre. Vous avez le temps de venir voir la pièce.
Merci.